Quelle folie aujourd'hui! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez la dernière fois qu'Israël a attaqué Beyrouth, à Dahieh? Eh bien, encore une fois, aujourd'hui, ils ont attaqué Beyrouth, à Dahieh. Et le résultat, c'est la même chose. La dernière fois, ils étaient censés assassiner des membres du Hezbollah, mais ça a échoué, complètement échoué. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont encore échoué à assassiner des forces ou des commandants du Hezbollah, mais ils ont tué des civils, des gens ordinaires. Encore une fois, au moins 1 ou 2 personnes ont été tuées, et 4 autres ont été blessées dans l'attaque. C'était énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les images de ce bombardement. C'était une explosion massive. On voit la déflagration envahir la rue et détruire l'immeuble. Et puis, voilà ce qui se passait en Iran. On avait des délégations sur place qui essayaient de rapprocher les deux camps. Les négociations finales étaient en cours. Les derniers détails se discutaient en Iran. Et juste après l'attaque, l'Iran a déclaré « Nous allons riposter. Et nous allons riposter durement. » De son côté, les États-Unis, Donald Trump a dit qu'il avait eu un appel téléphonique. En fait, 2 appels dans la journée. L'un d'eux, dans les toutes premières heures après l'attaque. Il a dit « On devait signer l'accord ce matin. » Et puis Israël a mené cette foutue attaque à Beyrouth. J'en revenais pas. Bibi n'a aucun foutu jugement. Je lui ai dit que j'étais très mécontent. Et plus tard, il a ajouté qu'il avait parlé avec les Iraniens. Il a dit « N'attaquez pas Israël, parce que vous allez tout gâcher. » Et puis, on sait qu'en même temps, il y a différentes discussions entre les deux camps, menées par des délégations qataries. Les Qataris sont d'ailleurs à Téhéran en ce moment. Ils essayent de faire de leur mieux pour rapprocher les deux parties. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, tout ce que Donald Trump a essayé de faire, il a dit « Je vais lever le blocus unilatéralement. Je vais vous verser 12 milliards de dollars pour éviter une attaque, juste pour empêcher une attaque contre Israël. » Je ne comprends pas pourquoi il est aussi préoccupé par Israël. Parce que s'il voyait comment Israël essaie de tout détruire, s'il était vraiment honnête dans sa manière de négocier, il parlerait de l'accord entre les deux camps. Donc, si l'Iran punit Israël, ça l'aiderait, parce qu'Israël doit apprendre. Si les États-Unis obtiennent un accord, il a dit le même matin qu'il voulait le signer, Israël attaque le Liban pour tout détruire, en gros. Et ensuite, il a essayé de proposer quelque chose à l'Iran. On va faire ça, on va vous rendre les avoirs gelés. L'Iran a répondu non, nos alliés ne sont pas à vendre. Et le chef du Conseil national de sécurité iranien a déclaré que l'Iran allait réagir parce que le Liban, c'est notre âme, et qu'une violation de la ligne rouge de l'Iran ne sera pas tolérée. Je pense que dans les prochaines heures, on va voir des attaques énormes, massives, contre Israël. Apparemment, ce sera dans le nord du pays. Mais quand on regarde ce qui se passe, quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, il y a pas mal de choses à analyser, non seulement dans ce qu'on voit se dérouler en ce moment, mais aussi dans la façon dont tout ça s'est passé et dans ce qu'on savait ou qu'on sait encore avant les attaques contre le Liban, une fois de plus. Alors, si on regarde d'abord l'accord de paix, je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre réalité derrière la signature de cet accord ce matin. Les signaux venus de Téhéran, de la direction iranienne, montraient clairement que l'enthousiasme autour d'une négociation, d'un accord ou de ce protocole d'entente, qui en fait n'est qu'un mémorandum d'accord, eh bien, c'est exactement ça. Un texte qui définit la compréhension mutuelle entre les deux parties sur la manière dont elles comptent avancer. Il n'y a aucune garantie, aucune obligation, aucun engagement. C'est juste une compréhension commune. Et c'est encore très fragile. Et même à ce stade-là, on n'était pas du tout prêt à signer. Oui, il y avait une date prévue. On devait se retrouver à un endroit précis. On devait signer quelque chose, avec une sorte de cérémonie
pour marquer le sérieux de l'accord. Mais rien de tout ça n'était en train de se faire. Alors, quand Donald Trump répond à Israël en disant « On devait signer ça ce matin, vous avez tout gâché, on était si proches », eh bien, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que les frappes israéliennes d'aujourd'hui sur les banlieues sud de Beyrouth ont fait dérailler le processus vers un protocole d'accord? Oui, absolument. Mais je ne pense toujours pas qu'on était aussi proche d'un accord final que ce que Donald Trump laissait entendre, justement à cause de la question du Liban, qui, elle, n'avait pas encore été réglée. Et comme je le répète depuis des semaines et des semaines, dès qu'il a été question de la façon dont un accord pourrait mettre fin à ce conflit, j'ai toujours dit que beaucoup d'éléments des deux côtés sont négociables, interchangeables, flexibles. Ce sont des choses qu'on peut échanger contre d'autres, tout en gardant la même intention ou le même objectif, simplement par des moyens différents. Prenons l'exemple du détroit d'Ormuz. Est-ce que quelqu'un pense que si les États-Unis obtenaient tout ce qu'ils veulent à propos du détroit d'Ormuz, ou si l'Iran obtenait tout ce qu'il veut à ce sujet, ce serait une négociation? Non. La seule situation où un camp en guerre obtient absolument tout ce qu'il veut, c'est quand il y a une victoire militaire qui conduit à la capitulation totale de l'autre partie. Et ça, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a rien de réaliste à penser que l'un ou l'autre camp va tout obtenir. Dans chacun de ces cas, les sanctions, les avoirs gelés, le détroit d'Ormuz, ou même la question du programme nucléaire, qu'il existe ou non, il y a toujours une marge de discussion, une possibilité de négocier pour arriver à un accord. Mais quand il s'agit du Liban, ce n'est pas parce qu'il est question d'Israël en soi, c'est parce que c'est Israël qui attaque le Liban. Et Israël a clairement montré qu'il ne quittera jamais le Liban, sauf s'il y est contraint, soit par la force militaire, soit par une pression diplomatique. Et la pression diplomatique, peu importe d'où elle vient. Si les États-Unis ne soutiennent pas cette pression avec une position ferme et des actions concrètes, alors Israël ne le fera jamais. Je pense qu'on en est arrivé au point où, même si les États-Unis s'opposent politiquement à Israël, Israël ne va pas pour autant arrêter ses opérations dans le sud du Liban. Et pour ceux qui pensent qu'Israël pourrait se limiter au sud du Litani, dans le sud du Liban, là où les combats ont réellement lieu, on voit une fois de plus que ce n'est pas possible. C'est un peu la situation dans laquelle se trouve cet accord aujourd'hui. Surtout avec la frappe d'aujourd'hui et celle qu'on a vue la semaine dernière. Israël a la capacité de mener des frappes extrêmement précises, vraiment précises, sans dommages collatéraux. S'il voulait réellement viser une cible de grande valeur ou éliminer un dirigeant du Hezbollah, ils en ont les moyens. Même avec des frappes dites cinétiques, ils peuvent mener des opérations très ciblées et très précises. Le fait est que ce qu'on a vu avec cette frappe récente et celle de la semaine dernière, c'est qu'ils choisissent de ne pas se retenir. Ils choisissent de provoquer un maximum de dégâts collatéraux, peu importe la nature de l'opération qu'ils mènent. Ils choisissent d'être destructeurs dans leurs actions militaires. Et ça devrait être évident pour tout le monde. Alors, quand on regarde le moment choisi pour ces frappes, dans la banlieue sud de Beyrouth, le type de frappe, les dégâts collatéraux qu'elles ont causés, le mépris total pour la population civile, le mépris total pour toute tentative de négociation ou d'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, surtout sur la question même du Liban. It's clear to me that once again, Israel is the spoiler of any type of peace negotiation. If there were any real serious peace negotiations actually happening, I think the Trump administration was pushing with a lot of pressure. Get it done, get it done, get it done. Hey, did you get the latest copy? Hey, Iran, did you get the latest copy? Have you signed it yet? Why haven't you signed it yet? When are we going to do this? Like this pressure, this
this almost manic pressure to get this done, to where from Iran's position, they're like, hey, you know, we want to reach a peace agreement, or at least an understanding towards a peace agreement, but we're not going to rush into something that's going to end up putting us in a weaker position, because we don't trust you, America. We're not coming to the table with any sense of. Nous n'étions pas du tout dans une situation de confiance, ni d'un côté ni de l'autre. Et quand on regarde la façon dont Israël continue d'intervenir, de s'imposer, et franchement, de gâcher toute tentative de mise en place d'un cadre de discussion. Vous voyez, on essaie de dresser la table pour des pourparlers, et Israël arrive sans cesse pour tout renverser, ruinant toute possibilité réelle de se dire « Est-ce qu'on peut aller du point A au point B dans un esprit de négociation sincère ?» Donc oui, je suis d'accord avec vous, il est très probable qu'on voit une réponse de l'Iran. Et je pense que dans cette réponse, l'Iran sera très stratégique. L'Iran enverra des signaux à la Chine et à la Russie avant d'agir. Parce que je pense que quand on regarde la Chine et la Russie, de l'extérieur, elles se positionnent un peu comme un grand frère. Enfin, pas forcément un grand frère, mais plutôt comme un acteur stratégique avec beaucoup de poids dans cette affaire. Elles observent la situation et en gros, elles disent à l'Iran « On te soutient, mais ne fais pas n'importe quoi. » En clair, ne prends pas notre soutien pour acquis. Ne crois pas qu'on va te suivre dans tout ce que tu fais. Donc je pense que quand on essaie d'imaginer comment l'Iran réagirait face à Israël dans cette approche, il y aura forcément des signaux envoyés avant de la part de l'Iran à la Chine et à la Russie pour dire « Voilà, ça c'était notre ligne rouge dans la négociation. » Et nous, on négociait de bonne foi. C'est eux qui ont fait ça. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut agir. Voilà ce qu'on va faire. Et ils vont faire passer le message à la Chine et à la Russie pour que la Chine et la Russie soient sûrs que l'Iran ne prend pas leur soutien pour acquis. Ensuite, l'Iran, probablement par l'intermédiaire du Pakistan, fera passer un message aux États-Unis du genre « Voilà pourquoi on ne vous fait pas confiance. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous nous proposez une négociation que vous voulez conclure rapidement, nous, on prend notre temps pour l'examiner, parce qu'on ne vous fait pas confiance. » Parce que nous non plus, nous ne faisons pas confiance à Israël, et vos deux intérêts sont étroitement liés. Donc, ces frappes auxquelles nous allons répondre dans le nord d'Israël, peut-être même quelques attaques à Tel Aviv pour éliminer une partie de la direction israélienne. À un moment donné, l'Iran va de nouveau retirer les gants et frapper l'aéroport Ben Gurion. Je suis vraiment surpris qu'ils aient fait preuve d'autant de retenue jusqu'à présent. Mais, vous savez, je pense que vont-ils frapper le nord d'Israël? Oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi des cibles stratégiques à Tel Aviv où l'on pourrait voir des frappes? Potentiellement. Il vient de répéter ce que Donald Trump a déclaré au Wall Street Journal, qu'il compte bientôt annoncer que les États-Unis ont conclu un accord avec l'Iran par l'intermédiaire de Téhéran. D'ailleurs, Saran souligne dans cet article du Wall Street Journal que l'Iran n'a pas encore confirmé qu'il acceptait cet accord. Donald Trump veut l'annoncer, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire concrètement. Et puis, on a eu aujourd'hui un deuxième appel avec Bibi. Encore une fois, Bibi essaie d'expliquer ce qui se passe. Pourquoi Israël a tenté d'attaquer l'Iran et quel était le sens de cette attaque? Mais après tout, Donald Trump affirme dans ce même article du Wall Street Journal que Bibi est d'accord avec l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Alors, s'il est d'accord avec cet accord, pourquoi aurait-il besoin d'attaquer Dahiya? Première question. Et la deuxième question. Il a dit aujourd'hui qu'Israël ne comptait pas se retirer du Liban, alors que c'est pourtant une partie essentielle de l'accord.
Israël doit se retirer complètement du Liban. Ce sont des questions majeures pour l'administration Trump. Est-ce que vous voyez, en ce moment précis, un moyen, une marge de manœuvre que Donald Trump pourrait utiliser pour convaincre Benjamin Netanyahou de se retirer du Liban, alors même qu'il est en train d'attaquer le Liban? Aujourd'hui, il a frappé le sud du pays. Il a attaqué des Gazaouis, des Palestiniens, la Cisjordanie et le quartier de la Dahia à Beyrouth. Imaginez un peu ce que fait le gouvernement israélien. Quand on regarde la situation, c'est de la folie, purement et simplement, du côté de l'administration Netanyahou. Et comment peut-on convaincre un homme comme lui, un gouvernement comme le sien, d'arrêter tout ça? Pas seulement d'arrêter la guerre, mais aussi de se retirer du Liban. Eh bien, je pense que c'est très clair, non seulement à travers les événements récents, mais aussi depuis le moment où l'ONU a exigé qu'Israël quitte le Liban. Israël ne quittera pas le Liban, ni à l'époque, ni maintenant, ni à l'avenir, sauf s'il y est contraint par une forme d'action militaire. Les moyens politiques ou diplomatiques ne permettront pas à Israël de quitter le Liban, ni les fermes de Sheba, sur le plateau du Golan, ni les zones occupées de Cisjordanie, ni Gaza, ou du moins de revenir aux positions convenues à l'intérieur de Gaza, selon l'accord de cessez-le-feu de la résolution 2803 des Nations Unies adoptée il y a quelques mois. Une résolution que tout le monde a déjà oubliée, parce que le cessez-le-feu à Gaza est un mensonge. Il n'a jamais existé. Alors, quand on regarde l'intention d'Israël de vraiment se retirer ou de mettre fin à ses opérations au Liban dans le sud, mais qu'en même temps, on voit qu'il frappe au nord, presque sur un coup de tête, ce n'est pas une position de négociation sincère. Et l'Iran le voit très bien. Je suis même assez sûr que les États-Unis le voient aussi, au moment où ils entament ce nouveau cycle de négociations avec l'Iran. Les États-Unis sont dans une situation où Donald Trump veut sortir de ce conflit. Et quand je dis ça, certains répondent « Non, ce n'est pas vrai. Regardez, il continue la guerre. » Mais Donald Trump veut en sortir, que ce soit en se frayant un chemin par la force, en obtenant une capitulation militaire de l'Iran ou en concluant un accord. Il a essayé les deux options, mais au fond, il ne veut pas continuer juste pour obtenir plus de marge de négociation ou de levier. Il veut en sortir. Et cet accord, c'était sans doute la voie la plus probable, la plus proche, pour que Donald Trump puisse valider son ticket et s'en aller. Est-ce que ça aurait été une négociation durable? Non. Est-ce que ça aurait apporté une vraie paix dans la région, entre Israël et le Liban, ou entre l'Iran et Israël, avec tout ce qui touche à la résistance? Non plus. Mais c'était clairement un moyen pour Donald Trump de dire « Voilà, on a fait notre part, on se retire. Et tout ce qui se passera ensuite, eh bien, ce sera entre vous. Et vous savez, on verra comment on redéfinit notre position avec Israël par la suite. » Mais pour ce qui est de la guerre plus large, ce n'est plus notre problème. Israël ne va pas laisser faire ça. Israël ne va pas permettre aux États-Unis de s'en sortir discrètement, sans vraiment s'impliquer, sans prendre position clairement. Soit ils continuent de soutenir Israël, soit ils montrent clairement qu'ils ne le font plus. Donald Trump ne pourra pas rester dans le flou, ni avancer sur des œufs pour éviter de trancher. L'Iran ne le permettra pas, Israël ne le permettra pas. Et l'Iran, de son côté, ne laissera pas Israël s'en tirer comme ça. Donc même si Donald Trump voudrait que tout ça disparaisse d'un coup, il se retrouve maintenant au seuil d'un accord. Et encore une fois, on sent presque, oui, j'appellerais ça de la désespération. L'attitude désespérée de Donald Trump, c'est « on y est ». On y est vraiment. Je veux dire, jeudi dernier, non? Jeudi soir de la semaine dernière. Donc, il y a 4 jours. Et là, on nous dit « percée, grande nouvelle, l'accord est conclu. Tout le monde est d'accord. Il ne reste plus qu'à recevoir les marqueurs pour qu'on puisse tous le signer. L'affaire est faite. Et puis on arrive à vendredi.
On nous dit encore oui, c'est toujours bon, l'accord tient. On règle encore quelques détails, mais franchement, c'est quasiment signé. Tout est prêt. Et puis plus tard dans la matinée de vendredi, Donald Trump réagit en disant « L'Iran, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas de bons négociateurs. » Ils négocient de mauvaise foi. Ils ne sont pas sincères. Ils ne veulent pas que ça se termine. Et puis le vendredi, à midi, tout va de nouveau bien. Ah, on est de retour sur les rails. On va signer l'accord. Et le vendredi soir, on dit qu'on va tout boucler d'ici samedi. On est sûr de le signer dimanche. Et nous voilà dimanche. Et on n'est pas plus près de signer qu'on l'était jeudi. En fait, je dirais même qu'avec ce qu'on a vu ce matin, les frappes encore une fois dans le sud de Beyrouth, on est maintenant encore plus loin d'un accord sur ce mémorandum d'entente. Et voilà, c'est signé. Parce que maintenant, l'intention d'Israël de poursuivre les frappes dans le sud du Liban la semaine dernière, c'est un signe inquiétant. Mais ils l'ont refait. Donc à présent, on voit bien qu'il y a un schéma clair. Et les États-Unis vont devoir décider. Est-ce qu'on continue dans cette logique d'escalade, de désescalade, de représailles, encore et encore, jusqu'à ce qu'un des deux camps finisse par céder militairement, jusqu'à une reddition totale, ce qui n'arrivera pas. Ou bien, est-ce qu'on choisit la voie de la diplomatie et qu'on cherche un accord, ce qui suppose, d'une certaine manière, de remettre Israël un peu à sa place. Oui, c'est une information de dernière minute. Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, vient d'annoncer qu'un accord a été conclu entre les États-Unis et l'Iran. La signature officielle est prévue pour le vendredi 19 juin, en Suisse. Il affirme que les deux parties ont déclaré la fin immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Le problème, c'est que, selon le Wall Street Journal, il y a quelques instants, l'accord avec l'Iran devrait inclure un cessez-le-feu au Liban, mais qui permettrait à Israël de riposter en cas d'attaque. Et c'est bien là le problème. Je pense que le vrai problème, il est là. Quand on parle d'une attaque, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ce sera une attaque contre Israël? Ou bien une attaque contre les forces israéliennes dans le sud du Liban? Parce que tant que l'occupation continue, le Hezbollah ne va pas reculer. Ils vont continuer à attaquer des Israéliens. Ils vont viser les chars Merkava, les batteries de défense aérienne, les soldats israéliens. Et ça va durer encore et encore. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs rapports indiquant que le Hezbollah est capable d'abattre des drones israéliens et que leurs propres drones arrivent à passer à travers le système de défense aérienne. Leur système de défense aérienne n'est pas capable de les reconnaître. Je ne sais pas, peut-être à cause de la taille du drone, de son altitude, ou de la façon dont il survole et frappe les cibles, y compris les soldats israéliens. Hier encore, au moins 2 chars Merkava ont été détruits parce qu'un groupe de chars Merkava a été attaqué dans le sud du Liban. 2 ont été détruits. Voilà la réalité. Alors, si vous voulez soutenir Israël dans son occupation du Liban, et qu'ensuite vous dites que s'ils sont attaqués, ils vont riposter, eh bien, c'est la recette d'une guerre sans fin. Et dans ces conditions, on ne peut pas mettre un terme à la guerre, quelle qu'elle soit, dans le sud du Liban. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, la question du Liban et des réactions d'Israël, c'est toujours un sujet important. Et ça devrait l'être pour tout le monde. Je sais que l'Iran remet clairement en cause la sincérité de ce que dit Israël. L'Iran ne fait pas confiance à Israël. Israël ne fait pas confiance à l'Iran. L'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis. Les États-Unis ne font pas confiance à l'Iran. Les États-Unis ne font pas confiance à Israël et Israël ne fait même pas confiance à Israël. Alors, quand on regarde tous ces aspects de méfiance, comment peut-on mener une négociation fondée sur la confiance quand il n'y a justement aucune confiance?
when there's no aspects of trust. You have to have guaranteed, show me the money, Il faut des show garanties. me the proof. Montrez-moi l'argent. Montrez-moi les preuves avant qu'on avance sur un quelconque accord. Par exemple, entre maintenant et vendredi, enfin franchement, tout le monde devrait regarder ça et se dire « Allez, c'est absurde. Jeudi, on signe l'accord. Vendredi, on signe l'accord. Samedi, c'est sûr. Dimanche, c'est fait. On peut sortir le champagne, c'est réglé. Et maintenant, on nous dit que ce sera pour vendredi 19. Mais quand? Au juste. Il n'y a pas d'accord. Il y a juste la volonté d'en avoir un. On ne peut pas parler d'accord quand les points essentiels ne sont même pas encore négociés. Ce qu'on a, ce sont des discussions. Vous avez des discussions, d'accord, mais ce n'est pas ça. Imaginez que vous vous asseyez pour acheter une maison, que c'est le jour de la signature, et que vous ne connaissez toujours pas le taux d'intérêt, le montant mensuel, ou même si c'est un prêt sur 30 ans ou sur 15 ans. Si rien de tout ça n'a été négocié, vous n'êtes pas en train de conclure l'achat d'une maison. C'est tout simplement faux. Alors quand on regarde la situation actuelle, maintenant, on nous dit que ce sera pour vendredi prochain. Très bien, mais beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Et si vous comptez sur Israël pour faire preuve de retenue, eh bien, vendredi prochain n'arrivera jamais. C'est complètement absurde. Personne, nulle part dans le monde, ne devrait croire une seule seconde que cette démarche est sérieuse. Et je sais qu'en réalité, l'Iran ne prend pas ça au sérieux, pas avec une vraie intention de négocier et de parvenir à un accord. On voit encore une fois les États-Unis se faire manipuler par Israël, utilisés comme un moyen de gagner du temps. Même si les États-Unis, même si Donald Trump cherche sincèrement à conclure une forme d'accord, il ne freine pas Israël dans cette affaire. Donc, il n'y en aura pas. Et pour cette raison, les efforts de Donald Trump ne doivent pas être considérés comme sérieux ou authentiques. Et si, disons, d'ici vendredi, on voyait des preuves concrètes, quelque chose de tangible pour tout le monde impliqué, entre maintenant et vendredi. Par exemple, qu'à telle date et à telle heure, l'Iran doive relâcher ou lever le contrôle militaire sur certains aspects du détroit d'Ormuz. Eh bien, il faudrait qu'on voit un flux de marchandises circuler librement, sans entrave. Et les États-Unis vont débloquer les fonds gelés, pas par un intermédiaire, pas à travers un faux processus, mais de manière réelle et officielle. Et Israël va, eh bien, commencer à quitter le Liban pour de vrai. Montrez-moi des preuves que les forces israéliennes partent vraiment, qu'elles ne sont pas en train d'établir une zone tampon ou simplement d'arrêter de tirer pendant un moment, mais qu'elles quittent réellement le pays. Et ça, c'est une première étape. Disons que ça se produit d'ici mardi. Puis d'ici jeudi, le détroit d'Ormuz est à nouveau libre. Le contrôle administratif iranien et omanais est transparent pour le reste du monde, à part quelques frais d'entretien. D'autres sanctions ont été levées. Et Israël s'est complètement retiré du Liban, totalement. Alors, je dirais, d'accord, bon, maintenant il y a peut-être une possibilité qu'on signe quelque chose d'ici vendredi. Mais si on continue simplement à parler encore et encore de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pourrait faire, sans qu'il ne se passe rien de concret, dans un climat de confiance zéro entre les parties en négociation, eh bien, rien ne se passera d'ici vendredi. On va juste continuer à repousser le problème. Et à tout moment, Israël fera quelque chose qui fera complètement dérayer le processus. Et vous savez, encore une fois, je ne pense pas, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il y aura une réponse iranienne. Et à partir de cette réponse iranienne, les États-Unis vont essayer d'en rejeter la faute sur l'Iran en disant « Regardez, c'est eux qui ont mené cette attaque. » Mais on s'était tous mis d'accord pour ne pas répondre, ne pas riposter, ne pas faire ci, ne pas faire ça. L'Iran est en train de rompre l'accord. Et si vous êtes l'Iran,
Vous dites, eh bien, une partie essentielle et intrinsèque de cet accord, c'était qu'Israël ne ferait pas ça. Et ils l'ont fait, même pendant les négociations qu'on mène justement sur ce sujet. Donc oui, ce n'est pas un accord de bonne foi. Je pense qu'on va voir l'Iran réagir à ces frappes très rapidement. Et je pense que les États-Unis vont aussitôt adopter la position du genre. Regardez, l'Iran essaie de faire échouer l'accord. Alors qu'en réalité, c'est Israël qui est en train et qui continuera à saper toute négociation qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait obliger Israël, au moins sur le plan diplomatique ou politique, à quitter le Liban. Et je ne pense pas qu'Israël en ait l'intention, ni qu'ils le feront. I don't think Israel intends to, nor will they.